Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Tous Addicts avec un point d'interrogation, puisqu'à chaque numéro, nous allons nous poser des questions en lien avec la dépendance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aidants, aux personnes qui sont proches des personnes addictes et qui vivent parfois des moments difficiles. Et avec nos trois invités, nous essayons de répondre à cette question: comment aider une personne dépendante? Voici ce qui vous attend. Au sommaire de ce premier numéro, Cyril Coton a connu la descente aux enfers avec des addictions fortes. Il témoigne. Laurie Versen, une comédienne. Elle met en scène une pièce de théâtre appelée Craving, où elle met en scène ses douleurs, celle d'avoir un proche addict. Enfin, nous irons au service universitaire d'addictologie de Lyon à la rencontre du professeur Benjamin Rolland, psychiatre et addictologue pour l'œil de l'expert. Alors, comment aider une personne dépendante? C'est tout de suite dans Tous Addicts. Souvenez-vous, la pandémie 2020, le confinement, des moments que personne ne voudrait revivre. Et ces chaînes info qui nous passaient un bandeau tous les soirs avec le nombre de morts. Eh bien, si on avait fait ça avec les addictions, il y en aurait le double. Parce que les addictions, ça tue en France plus de 120 000 personnes par an, essentiellement le tabac et l'alcool, mais pas que. Et ça fait des années que ça dure. Ces addictions, Cyril Coton les connaît bien, il a vécu la descente aux enfers. Aujourd'hui, c'est un abstinent heureux, il témoigne sans filtre, et il en a même fait un métier. Alors, je suis Cyril Coton. J'ai 49 ans, je suis le papa d'un petit garçon, pendant plus de 20 ans comédien professionnel, une vocation depuis mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, je suis dirigeant d'une société qui est spécialisée dans la prévention des addictions au milieu professionnel. Oui, mon parcours d'addict commence dès le plus jeune âge. J'ai 16 ans, 17 ans, je commence des consommations dites récréatives. Alors je commence le tabac, l'alcool, assez jeune le tabac, 13 ans, alcool 14 ans, de manière ponctuelle. Et puis vers les 16-17 ans, commence à entrer des consommations récréatives, des produits un peu plus psychoactifs du type ecstasy, amphétamine. Mes consommations se déroulent dans un cadre toujours festif et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, je consomme de plus en plus. Je vais régulièrement en rave party, free party, enfin toutes ces fêtes, on va dire, où il y a de la consommation de drogue. Et au fur et à mesure, quand je cesse les saisons, parce qu'à cette époque-là je fais pas mal de saisons, je me rends compte en intersaison que la vie est un peu fade et que se fait ressentir un besoin plus pressant de consommer, mais plus avec les copains, plus en mode solitaire. Et c'est là où je commence à rencontrer d'autres drogues, cannabis très présent, cocaïne de plus en plus présent. Et je retrouve dans la cocaïne une fonction assez intéressante entre guillemets pour moi, parce que je peux consommer sans que forcément ça puisse se déceler. Et donc je peux faire usage de cette drogue quotidiennement sans que cela ne se perçoive. Ah oui, alors inéluctablement, l'environnement pour moi est totalement propice, même si paradoxalement on n'a pas forcément des proches qui sont eux-mêmes consommateurs. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, certaines maladies, certaines pathologies, et puis certains, comment dirais-je, certaines choses qui sont même générationnelles, j'ai envie de dire, qui sont inscrites dans les gènes. Oui, pour moi, ça a été inéluctable que ma vie personnelle, mon histoire personnelle, mon environnement a contribué à ce que je devienne un consommateur. Alors oui, pour deux raisons. Déjà, le produit nous met dans une posture inéluctablement, là encore, où on est dans un rapport un peu faussé, parce qu'on est souvent dans le mensonge, on est dans la honte, dans la culpabilité. Donc forcément, déjà, ça va fausser les rapports. Alors après, quand on dit les autres, tout dépend à qui on pense. Déjà, les rapports amicaux sont inéluctablement aussi faussé, puisque on s'entoure souvent de personnes qui sont eux-mêmes consommateurs, et ne nous voilons pas la face, lorsqu'on est consommateur, ce qui nous intéresse avant toute chose, avant même la relation, finalement c'est le produit, c'est pouvoir consommer, et encore une fois quand on est entouré de consommateurs, c'est vraiment le focus, c'est la consommation, et donc de fait la relation est faussée puisqu'elle tourne autour du produit. Et pour ce qui est des proches qui ignorent, parce que c'était mon cas, j'ai réussi à le cacher longtemps auprès de mes proches, et bien forcément c'est dans le mensonge en permanence, et oui, dans le mensonge, et j'ai cherché à cacher en permanence ma consommation. Et d'ailleurs mes proches sont tombés des nues quand ils l'ont su, quand ils l'ont découvert, et particulièrement en découvrant l'ouvrage que j'ai écrit. Oui.
Ils ont été marqués, pour parler de mes parents par exemple, ils ont été très touchés, évidemment, très marqués parce qu'ils se sont dit on a loupé quelque chose. Alors bon, j'ai une histoire personnelle un peu cabossée entre guillemets. Ils savaient que il y allait avoir forcément quelques dommages de tout cela, mais ils n'avaient pas perçu mes consommations et l'ampleur que cela a pris. Donc ils ont été très touchés, très marqués et très affectés en fait, parce que dans leur rôle de parents, ils se sont dit forcément quelque part on a loupé quelque chose à un moment donné. Concernant, j'ai 2 frères, alors un qui est décédé, donc je pourrais pas là vous dire lui comment il l'aurait perçu, mais on en avait déjà discuté avec lui d'éventuelles consommations. Mon frère aîné était très, comment dirais-je, il se protégeait beaucoup de ça parce qu'il était lui-même artiste, donc dans ce milieu-là ça tournait pas mal, il se protégeait beaucoup, donc lui il se tenait très à distance de ça. Il m'a écouté quand je lui ai dit quelques fois que je consommais en me passant un message de vigilance. Mon autre frère, lui, n'en a jamais vraiment parlé avec moi. Je pense que c'est quelque chose qui l'a dérangé. Pour ce qui est des autres proches, plus des amis qui, eux, ne consommaient pas, pareil, ils ont été très marqués, très touchés, parce que surtout, ils sont souvent tombés des nues. Donc, ils ne pouvaient pas trop changer leur comportement. Alors, dès lors qu'ils l'ont su, ils ont été surpris, ils ont toujours été là. Ils n'ont pas changé leur comportement à mon égard, mais au quotidien, ils sont tombés des nues parce qu'encore une fois, ils n'avaient rien perçu parce que j'étais un vrai petit malin qui arrivait à cacher mes consommations. Donc très très clairement, les changements de comportement n'ont pas eu lieu dès l'annonce, et ça c'était une grande chance quand même. Au contraire, les gens sont restés là. C'est moi qui ai plutôt fait le choix ensuite de changer mon environnement et mes fréquentations. Alors oui, je le dis assez naturellement, parce que on va pas se mentir, on attire à soi aussi l'environnement qu'on souhaite. Alors il y a une part consciente et inconsciente. Oui, bien sûr que moi ça a changé mon rapport aux autres. J'avais des rapports très faussés, mais parce qu'on le sait, l'addiction c'est un peu la maladie des émotions, et je suis une personne qui avait du mal à gérer mes émotions, et donc mes relations aussi aux autres. Quand on parle d'émotions, on parle de relations, on parle de tellement de choses. J'ai appris à accepter, à gérer mes émotions, donc inéluctablement, sans le produit. Donc inéluctablement, là, ça a changé ma relation aux autres. Effectivement, ma relation est beaucoup plus saine, beaucoup plus posée, et dans l'acceptation de beaucoup de choses, en tout cas de ce que je vis intérieurement. Je suis une personne beaucoup plus posée, qui accueille beaucoup plus la relation, qui accueille beaucoup plus l'autre. Je ne suis plus dans l'artifice, je ne suis plus dans un Cyril de façade. Le produit m'aidait à cela. Donc une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus posée aux autres. Et j'ai envie de dire aussi, ma relation à moi-même a évolué inéluctablement, puisque comme je viens de le dire, aujourd'hui, je suis une personne qui est beaucoup plus à l'écoute de ce que je ressens et beaucoup plus alignée, comme on dit. Alors moi, je donnerais déjà 2 conseils. C'est aujourd'hui, au vu de l'évolution des offres qu'il y a pour les plus jeunes et de plus en plus jeunes, moi, le premier conseil, je dirais qu'il faut mettre un peu les pieds dans le plat. C'est-à-dire vraiment faire de la prévention en tant que parent, parler des produits. Je sais que c'est des sujets un peu délicats, on n'est pas forcément à l'aise, mais il me semble que c'est une chose qu'il faut commencer à faire très tôt aujourd'hui, parce qu'on consomme de plus en plus tôt, enfin pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Donc premier conseil, en parler le plus tôt, mettre les pieds dans le plat, expliquer ce qu'ils peuvent rencontrer, expliquer les dangers, en acceptant aussi que de toute façon un jeune fera peut-être ses expérimentations, mais en attendant, ça fait partie du processus, il faut pouvoir l'accepter, mais en attendant, avoir un regard protecteur auprès de son enfant, c'est de pouvoir lui en parler le plus tôt possible. Maintenant, si on décèle effectivement qu'un jeune consomme des produits, être présent, essayer de ne pas accabler le jeune, mais plutôt d'écouter, même pourquoi pas de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'il vit quand il consomme des choses, pourquoi il les consomme, ce que ça peut lui faire, de positif, mais aussi de négatif, et vraiment garder le dialogue, ne pas être dans la rupture. Parfois ça peut être compliqué, ça peut être tendu, toujours essayer d'être dans le dialogue et d'être toujours présent, que le jeune qui serait engagé dedans, il ait toujours quand même ce réconfort auprès de ses parents et savoir que ses parents seront là.
Et puis surtout se rassurer, se dire qu'en règle générale, la majorité vont se réguler tout seuls. Ils vont cesser seuls ou pas, bien sûr, il y a aussi cette alternative qu'il faut prendre en considération et leur communiquer des ressources où ils peuvent aussi rencontrer des professionnels avec lesquels ils peuvent échanger s'ils se sentent en difficulté. Parce que évidemment, en tant que parents, parfois on est confronté aussi à nos propres limites, d'autant plus quand il y a une relation, un engagement émotionnel dans la relation, forcément. Aujourd'hui, je peux dire que oui. Mais c'est très intéressant comme question, hein, parce que j'ai eu des abstinences tendues, pas heureuses. D'ailleurs, dans mon parcours, on le voit bien, hein, et c'est ce qui a aussi provoqué les rechutes. J'ai vu des abstinences, quand je dis tendues, c'est-à-dire que j'arrêtais parce que je savais qu'il fallait que j'arrête, c'était pas bon pour moi, mais j'étais pas totalement prêt encore pour ça, puisqu'il y avait des rechutes, mais il a fallu du temps. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, je suis dans une abstinence totalement heureuse et épanouie. Merci Cyril. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Cyril, il a auto-édité un roman qui s'appelle L'équilibre du balancier, dans lequel il témoigne. Vous le trouverez facilement sur le net ou en commande dans les librairies. Laurie Versen est notre seconde invitée. Laurie, elle est comédienne, elle est metteuse en scène et dans quelques jours se tiendra la première de Craving. Craving, c'est une pièce qu'elle a mise en scène dans laquelle elle raconte ses douleurs, la douleur d'accompagner un proche addict. Entre cris de désespoir, cris d'amour, mais aussi optimisme, elle le dit elle-même, on connaît la chanson. Je m'appelle Laurie, je suis comédienne, metteuse en scène et autrice. J'habite à Lyon et j'ai créé ma compagnie de théâtre qui s'appelle Terraforma. Et en ce moment, on est en train de créer le premier spectacle qui s'appelle Craving. Tu prépares une pièce de théâtre sur nos rapports à l'alcool. Pourquoi tu as choisi ce thème ? Cette pièce, elle est vraiment née sans que je me pose la moindre question en fait. Ça a été vraiment un besoin intrinsèque, c'était viscéral de devoir parler de ce sujet. Je me souviens, j'avais une envie de mise en scène, de me lancer, de créer un spectacle, mais je ne savais pas du tout de quoi je voulais parler. Et en fait, c'est arrivé un peu d'un coup. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais bien sûr, c'est de ça dont je veux parler parce que c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Et j'avais besoin de partager tout ce que je pouvais apprendre sur cette maladie. Dans le spectacle, je dis beaucoup que c'est dur de trouver de l'aide en tant que proche. Et parce que j'ai fait beaucoup de recherches, que j'ai moi-même témoigné, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, que j'ai moi-même récolté des témoignages, que j'ai lu des livres qui parlent de l'alcoolisme, que j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai écouté des podcasts, j'ai même dans des groupes Facebook essayé de demander un petit peu de l'aide pour comprendre en fait vraiment les mécanismes de l'alcoolisme. Et tout ce que j'ai appris et découvert, j'ai eu besoin de le partager. Oui, parce que je crois qu'on peut préciser que tu as été personnellement touché par la maladie, par tes proches. Ouais. Oui, j'ai quelqu'un dans mon entourage de très proche qui est vraiment tombé dans un alcoolisme très fort, très dur, qui a duré beaucoup d'années. Et du coup, oui, je l'ai vécu vraiment aux premières loges, quoi. Et donc ta pièce s'appelle Craving, et toi qui n'es pas touché par l'addiction, qu'est-ce que tu as compris du craving ? Ce que j'ai compris du craving, c'est que c'est quelque chose de très compliqué à gérer, qu'il n'y a pas de façon unique pour le solutionner. Enfin, c'est quelque chose en plus qui varie d'un patient ou d'une patiente à un ou une autre. Ce que j'ai compris, le craving, quand il arrive, c'est que c'est rare de l'empêcher. Le besoin de consommer est insatiable. Enfin, généralement, les addictologues, les médecins, ils disent qu'il faut répondre à ce besoin de consommer. Que si on l'empêche, ça peut être dangereux et que ça peut conduire à des tremblements, à des crises et à un délirium très mince qui peut conduire du coup à la mort, quoi. Alors, justement, pour ta pièce, tu t'es beaucoup documenté, tu as rencontré beaucoup de gens. Et qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça, de toutes ces rencontres ? Toutes les rencontres que j'ai faites
À chaque fois, c'était des moments assez durs, assez intenses, parce qu'on me livrait des histoires, des témoignages qui étaient quand même chargés de beaucoup d'émotions. Et je crois que j'en tirais que du positif, malgré les histoires horribles que je pouvais entendre parfois, dans le sens où c'est formateur et on peut que apprendre en écoutant d'autres personnes nous transmettre leur vécu. Je suis profondément convaincue que la prévention, elle peut se faire que comme ça, et que avoir quelqu'un qui rentre dans une classe et qui nous diffuse un PowerPoint avec des camemberts et des statistiques, malheureusement, ça nous parvient pas. Et entendre quelqu'un nous livrer directement avec ses mots, avec sa façon de parler, avec sa classe sociale, c'est beaucoup plus percutant et beaucoup plus fort, quoi. Et justement, alors ta pièce se déroule en 8 scènes, 8 tableaux. Est-ce que d'abord, avec 4 comédiennes, est-ce que ce sont des scènes que tu as réellement vécues? Et comment toi, tu as réussi à transmettre ça et même parfois ta douleur à ces comédiennes? Donc en fait, la pièce s'articule de manière à ce que les 4 comédiennes prennent en charge un récit qui raconte en fait l'histoire que j'ai vécue. Mais dans le spectacle, c'est pas l'histoire de Laurie. Le but, c'est quand même de rendre ça de manière fictionnelle et que ce soit surtout universel. Mais donc on suit ce journal intime de cette jeune fille qui explique comment elle découvre la maladie de son proche, comment elle apprend à la comprendre, comment elle apprend à l'accepter. Et en fait, il y a des scènes qui sont... on sort du récit qui est purement adressé au public pour rejouer certaines scènes, pour vraiment rejouer les situations, comme si on mettait un coup de projecteur sur tel moment. Par exemple, le moment où tout est fait pour que le malade parte en cure, et cette jeune fille a tout préparé, le sac est fait, tout est prêt, la carte vitale, les cartes d'identité, tout est bien organisé, et au dernier moment, il ne veut pas partir. Et là, par exemple, voilà, on joue cette scène de « Ok, comment ça se passe quand quelqu'un qui doit être soigné ne veut pas être soigné ? Comment on réagit ? Comment on accepte, malheureusement, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en cure. C'est quand même différent des hôpitaux psychiatriques où on peut vraiment faire des demandes spécifiques. Et voilà. Et il y a aussi des témoignages de femmes que j'avais récoltées qui sont incarnées par les comédiennes qui les jouent. Et pour moi, c'était important de garder d'autres paroles que mon histoire pour justement rendre ça universel et qu'on prenne bien conscience que ça touche malheureusement beaucoup de gens et beaucoup de classes sociales et beaucoup d'âges et beaucoup de femmes aussi, parce que c'est pas pour rien qu'il y a que des femmes au plateau, même si c'est pas un spectacle qui se revendique féministe ou quoi, mais c'est Fabienne Suatly qui écrivait un homme qui boit c'est moche, mais une femme c'est pire. Et dans l'inconscient collectif, il y a quand même encore ce truc d'une femme qui boit c'est encore plus moche qu'un homme, alors que c'est pareil. Et ta pièce est déjà en construction, elle est déjà bien aboutie. Est-ce que toi, tu as appréhendé émotionnellement de faire cette pièce parce que tu as été touchée dans ton intimité? Pour moi, d'avoir créé ce spectacle, ça a été la chose la plus difficile à faire, mais la plus belle. Je me souviens, j'avais une prof qui me disait le théâtre, ça ne doit pas être une thérapie, on ne doit pas se servir de l'art comme thérapie. Je crois que pour moi, ça a été une thérapie, d'une certaine manière, de faire toutes ces recherches, d'avoir besoin de comprendre, de mettre ça au plateau, de donner la parole en fait à toutes ces personnes qui ne l'apprendraient jamais pour aller sur un plateau. Ça m'a complètement permis de résoudre plein de mots personnels, quoi, plein d'incompréhensions. Et justement, quel message tu aimerais transmettre au travers de ta pièce? Le message principal, c'est on ne laisse pas tomber quelqu'un de malade. Pour moi, c'est parce que c'est une maladie qui est très vicieuse, où on a vraiment tellement de raisons de partir, on a tellement de raisons de laisser tomber ces personnes parce qu'elles nous le demandent, hein, même parfois elles nous disent mais laisse-moi tranquille, laisse-moi boire, laisse-moi mourir. Et la force qu'il faut avoir pour rester, elle est très très dure à avoir. Et pour l'avoir, je crois qu'il faut vraiment s'entourer de personnes, s'entourer de proches, de gens de sa famille, d'amis, mais aussi s'entourer de témoignages, de se sentir, c'est ce que je dis au tout début, c'est que j'ai besoin de me sentir moins seule.
J'ai besoin de ne pas être seule avec ce proche malade et de savoir qu'il y a plein d'autres gens, malheureusement, mais qui vivent aussi ça. Et c'est vraiment le message, c'est plus on est solidaires et ensemble, et plus on peut affronter du coup les choses difficiles. Mais c'est le cas pour les addictions, mais c'est le cas pour toute maladie qui existe, quoi. Et tu dis que tu as vécu même des scènes surréalistes finalement un proche, une famille n'aurait pas à subir. Est-ce que toi, il y a quelque chose particulièrement qui t'a marqué dans cette maladie ? Qu'est-ce que tu retiens de cette maladie ? À un moment dans le spectacle, je dis, c'est pas lui qui parle, c'est le monstre à l'intérieur de lui. Et en fait, comme je le disais, ce qui est très vicieux, c'est que on sait plus vraiment qui on a en face. Et moi, je sais qu'il y avait des fois où je le reconnaissais plus. Son regard avait changé, la couleur de ses yeux avait changé, son odeur a changé, sa voix a changé. Et on est face un peu à un inconnu. Et c'est très, très angoissant et violent. D'un coup, cette personne qu'on connaît depuis qu'on est né devienne un inconnu. Et il y a des choses du coup physiques qui arrivent et qui sont un peu traumatisantes. Des choses auxquelles j'étais pas prête à voir. Voilà, sur toutes les questions corporelles, quoi. Quand le corps se met vraiment à changer et à rejeter des choses et à... Et on a envie de te demander, Laurie, comment va cette personne aujourd'hui ? Eh bien, cette personne aujourd'hui, ce qui est vraiment émouvant et qui du coup me réconforte et me conforte dans tout ce travail, que ce soit avec la pièce, mais que ce soit moi en tant que proche, moi en tant que proche qui suis restée, c'est de voir qu'il y a une évolution. Et heureusement. Alors après, il y a des rechutes, évidemment, c'est en oscillation permanente, mais ce qui est quand même beau, c'est de voir que quand on reste, quand on accompagne les gens, quand on ne les laisse pas tomber, ça paye. Et du coup, cette personne aujourd'hui, elle n'est pas encore guérie, il y a encore un long chemin à faire, mais il y a une vraie évolution. Donc voilà, c'est passé à ne pas pouvoir être sobre pendant plus de 2 jours, à là, récemment, il a pu tenir 1 mois. Est-ce que tu aimerais qu'il vienne voir la pièce ? J'aimerais beaucoup qu'ils viennent voir la pièce, j'aimerais beaucoup que plein d'autres personnes qui ont la même pathologie viennent voir ce spectacle, parce que c'est vraiment aussi presque une déclaration d'amour en fait, pour aussi leur dire que malgré tout ce qu'ils ont pu nous faire subir, malgré eux, on les aime, quoi, et on les laisse pas tomber, quoi. Est-ce que tu te sens apaisée aujourd'hui ? Complètement. Ouais. Apaisée de par le fait de comprendre en fait les rouages et les mécanismes. Que même s'il y a une rechute, eh ben, c'est pas grave. On sait comment la gérer à la fin du spectacle. On dit on connaît la chanson, on recommence, c'est pas grave, on continue. Merci Laurie. Merci à vous. La première de Craving se tiendra le 28 novembre au Théâtre de l'Élysée à Lyon, et jusqu'au 1er décembre, allez voir cette pièce. Nous allons maintenant nous rendre au centre hospitalier du Vinatier qui abrite le SUAL, le service universitaire d'addictologie de Lyon, qui est chapeauté par le professeur Benjamin Rolland, psychiatre et addictologue. Il est également chef de service des services d'addictologie des Hospices civils de Lyon. C'est l'œil de l'expert. Je m'appelle Benjamin Rolland, je suis psychiatre addictologue et je suis le responsable d'une structure qui s'appelle le SUAL, le service universitaire d'addictologie de Lyon. Quelle définition tu donnerais, toi, de l'addiction ? Alors c'est une définition compliquée, l'addiction, parce que l'addiction c'est un trouble comportemental. Donc à la base ça part d'un comportement qui est lié à un rituel social, par exemple de prise de produit, qui commence souvent par un partage, mais qui peut aussi concerner des comportements sans prise de produit, comme par exemple du jeu. Et à un moment donné, ce comportement devient envahissant dans la vie du sujet. Et donc il écrase petit à petit les autres sphères de la vie du sujet, les sphères personnelles, les sphères professionnelles. Et une des conséquences les plus dramatiques de l'addiction, c'est justement les aspects de désinsertion et toutes les conséquences sociales liées à ce côté écrasant que le comportement va avoir sur la vie du sujet. Et est-ce qu'une addiction à une substance, c'est la même chose qu'une addiction à un comportement ?
Alors, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Les similitudes, c'est qu'on retrouve cet aspect envahissant du comportement, en l'occurrence là, de prise de substance sur la vie du sujet, et on retrouve exactement le même type de situation dans des addictions sans substance. Par contre, il y a des particularités parce que la substance va avoir un effet propre, et donc elle va entraîner des effets pharmacologiques, des effets d'accoutumance, des effets de dépendance pharmacologique, de signes de sevrage qu'on n'observe pas dans les addictions sans produit. Alors, comment on peut se rendre compte qu'un proche est addict à une substance ou un comportement? Quels sont les signes? Alors généralement, ce sont les signes comportementaux, c'est-à-dire c'est l'impact sur la sphère de vie qui doit alerter, et notamment le fait que la personne est de moins en moins capable d'assurer ses obligations ou sa vie sociale entre guillemets normale, donc elle va avoir du retard au travail, il va y avoir un impact sur le comportement aussi dans la famille par exemple, elle va commencer à faire de moins en moins de choses, elle va avoir un comportement peut-être plus agressif, plus irritable, et pour les substances c'est aussi les aspects d'intoxication qui doivent alerter. On voit souvent des familles qui sont très démunies lorsqu'il y a un proche dans la dépendance. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à une famille, à un proche, et quel comportement il faut avoir face à une personne addicte? Alors, c'est jamais simple, d'abord. Dans la mesure du possible, essayer de l'accompagner sans la juger vers un professionnel de santé, quel qu'il soit. La première accroche est toujours le moment le plus important, et le principal, c'est pas quel type de professionnel voit la personne, mais c'est la qualité du lien qu'est capable de créer cette personne avec le patient. Après, c'est pas toujours facile parce que les gens sont pas toujours d'accord pour aller consulter, donc des fois il peut y avoir on va dire des artifices, on peut passer par le médecin traitant, on peut aussi recourir au service d'urgence quand il y a des intoxications à répétition, et par exemple, dans les services d'urgence, il peut y avoir des professionnels du champ addictologique qui, après le moment d'urgence, accueillent le patient, discutent avec lui, discutent avec sa famille et peuvent faire de l'orientation vers des soins spécialisés. Et justement, est-ce que les médecins traitants, les médecins de ville sont formés à l'addictologie? Alors, ils sont de plus en plus formés puisque l'addictologie est enseignée dans les facultés de médecine, mais aussi dans la formation initiale de tout un tas de professionnels de santé, donc infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, etc. Mais je dirais qu'ils ne sont jamais assez formés, et certains peuvent se retrouver en difficulté justement face à une personne qui est atteinte d'addiction. Il y a aussi des problèmes de temps, parce que faire une évaluation addictologique, ça prend du temps, et donc par exemple dans un cabinet de médecine générale, ça peut être très chronophage et c'est peut-être pas fait de manière optimale systématiquement. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est que les médecins ou les professionnels de santé qui n'ont ni la compétence, ni le temps, ni les deux pour faire de l'évaluation et de l'orientation, puissent créer un réseau autour d'eux qui leur permette d'orienter plus facilement les personnes souffrant d'addiction. Et on voit aussi parfois aux urgences des gens qui sont un peu coutumiers pour par exemple des éthylismes aigus. Est-ce que ces gens sont systématiquement orientés vers une structure spécialisée? Comment on prend en charge ces gens aux urgences alors qu'on sait que la charge de travail est très élevée? Alors en théorie, aux urgences, il y a toujours une équipe de liaison et de soins en addictologie, donc une ELSA, qui est susceptible d'être appelée par l'équipe d'urgentistes ou les équipes infirmières qui travaillent aux urgences, pour faire de l'évaluation et de l'orientation d'une personne qui serait susceptible de présenter une addiction. Ça, c'est la théorie. En pratique, des fois, les patients passent et n'ont pas le temps d'être vus par l'ELSA, ressortent immédiatement. L'ELSA n'est pas appelée, donc il y a un dispositif. Par contre, il y a parfois une utilisation imparfaite de ce dispositif. Et est-ce qu'on sait s'il existe des structures spécialisées pour les aidants, pour les personnes qui accompagnent? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de structure spécialisée pour les aidants. Par contre, il y a des dispositifs au sein de structures d'addictologie. On peut citer un exemple qui est le dispositif BREF. BREF, donc, c'est un accompagnement et une éducation des familles et des aidants aux problématiques addictives. C'est aussi un espace de parole et d'échange des aidants de personnes atteintes d'addiction. Et donc, le programme BREF est développé au Vinatier et puis en addictologie par le SUAL à Lyon. Et comment on se sort d'une addiction? Alors, chaque patient son chemin, je dirais, donc ça peut être parfois assez court. On
On a toujours l'impression que l'addiction a un très mauvais pronostic et que c'est une rechute perpétuelle. C'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont une trajectoire tout à fait favorable et donc qui se sortent relativement rapidement et définitivement de problématiques addictives. D'autres vont avoir un parcours beaucoup plus chaotique, beaucoup plus compliqué. Il y a des facteurs de risque et des facteurs pronostiques qui sont associés à ça. Mais je dirais que une des règles de base pour se sortir d'une addiction, c'est déjà d'avoir les idées claires sur ce qu'on veut et puis de savoir bien se faire accompagner par des professionnels du champ. Merci Benjamin. Merci. Ce premier numéro de Tous Addicts est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez poser une question, apporter un témoignage, vous pouvez le faire avec cette adresse mail. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on se retrouve très rapidement. Nous allons nous poser cette question la prochaine fois, est-ce qu'on peut vraiment être addict aux écrans? Vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord. À bientôt, au revoir.